juste avant avec vous. Alors que l'actualité médiatique, on le voit, est exclusivement consacrée à la guerre en Ukraine, beaucoup constatent que les voix sont quasi unanimes pour commenter ce conflit. Que penser de cette unanimité, de cette pensée unique? Est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'elle est inévitable? Alors, il y a plusieurs choses. Il peut arriver que sur un sujet, nous soyons tous unanimes. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Là, le problème, c'est que l'unanimité est extrêmement simpliste dans un conflit qui, au bout de quelques jours, on l'a compris, a quand même une certaine complexité, comme tous les conflits du monde par ailleurs, et qu'on a l'impression, au bout de quelques jours, que cet unanimisme est parfois un peu forcé, parce qu'il y a des voix dissidentes et qu'elles sont immédiatement condamnées sur le terrain moral, quand bien même parfois elles essayent simplement d'expliquer la complexité de la situation. C'est beaucoup plus ça qui est gênant. Le moment, pour le dire autrement, le moment de sidération au moment où Poutine envahit l'Ukraine, il est normal, et là l'unanimité était très claire en France. Dimitri, c'est ça qui était intéressant, nous explique que le monde est compliqué, que le monde ne pense pas comme nous et que le monde n'est pas occidental. Mais en France, le moment de sidération a provoqué une unanimité très claire, en tout cas dans le champ politique et médiatique. En revanche, quand vous avez un sujet comme la guerre en Ukraine qui phagocyte à la fois tout le temps du débat public depuis une semaine, il est quand même normal d'accepter que les sujets deviennent complexes, d'essayer de comprendre ce qu'il se passe et d'essayer de comprendre à la fois ces dernières années, ces dernières décennies, avec Marc parfois ces derniers siècles même, tout ce qui a poussé à arriver à la situation actuelle l'importance du recul de la guerre, de l'histoire. Et en plus, le problème de cet unanimisme, c'est qu'il verse immédiatement, enfin rapidement, en tout cas trop rapidement, sur le terrain moral, et que le monde se divise désormais. Il y a plus simplement à la fois la condamnation de l'invasion et de Vladimir Poutine qui a décidé de cette invasion. Il y a carrément la séparation de l'humanité en deux camps, à savoir les anges d'un côté et les salauds de l'autre, et il n'y a plus aucune nuance possible dans cette division du monde, on va dire, et on assiste par la suite, et ça on a trop l'habitude de ça, à des traques de pureté idéologique à la fois sur le long terme et dans ces derniers jours. Je rappelle à tous les anges qui se prétendent anges ces derniers jours, que la guerre en Ukraine, alors certes l'invasion, le viol de la souveraineté ukrainienne a quelques jours, mais que la guerre en Ukraine dure depuis 8 ans, qu'elle a fait désormais officiellement 13 000 morts, et qu'apparemment il y a une semaine, toutes les belles âmes s'en contrefichaient du matin au soir. Donc les leçons de morale à outrance, ça va bien 5 minutes. Et la deuxième chose, c'est que au bout d'une semaine, il y a quand même des questions qu'il est normal de se poser, ce que je disais tout à l'heure, et que ça n'enlève rien à la condamnation du viol de la souveraineté de l'Ukraine que se demander quelles sont les responsabilités en cascade qui mènent là. Par exemple, la question de l'OTAN qui est souvent posée, la question du jeu américain qui est souvent posée. Ça ne relativise en rien la condamnation de l'acte. Par contre, ça permet d'expliquer là où nous en sommes et comment en sortir. Et c'est surtout ça, évidemment, qui est intéressant. Mais sur ce plan-là, on voit que ceux qui cherchent les moyens de la désescalade et qui disent arrêtez de surenchérir parfois de manière outrancière parce que ça fera toujours plus de guerre et en tout cas on voit de moins en moins la paix. Ceux-là sont désormais accusés à la fois de trahison ou de collaboration, tout simplement parce qu'ils ne souhaitent pas la poursuite de la guerre. Il y a ensuite cette distinction qui est établie dans l'histoire entre les guerres propres et celles-là qui seraient sales, comme s'il y avait des guerres qui tuaient les gens de manière moins sale ou de manière moins triste. Il y a Et là, je dis ça par rapport à la question de l'interrogation de la responsabilité américaine, parfois dans le basculement du monde. Et il y a aussi, évidemment, le fait de pouvoir distinguer parfois entre Vladimir Poutine et des ressortissants russes qui n'ont pas nécessairement été tous consultés, il est quand même bon de le préciser, avant l'invasion de l'Ukraine, qui ne sont pas nécessairement d'accord, en tout cas on n'en sait rien, et qui, par ailleurs, parfois n'ont pas la même mentalité que nous, n'ont pas la même histoire et pas la même manière de voir le monde. Rappeler tout ça ne change rien à la réalité, simplement il devrait être possible de le faire, parce qu'il y a une seule question qui se pose finalement. Est-ce qu'on veut la paix? Et je crois, alors là je ne ferai pas le procès à quiconque en France de vouloir autre chose que la fin de ce conflit, en tout cas je l'espère, et si on veut la paix, alors il faut comprendre
pourquoi il y a la guerre et donc comprendre par quels moyens on peut en sortir. S'il ne s'agit que de postures de morale absolue, alors c'est que la paix n'est pas le premier but recherché d'une part, et surtout la posture morale mène parfois, et on le voit ces derniers jours, à une surenchère permanente qui ne risque pas, si ce n'est à provoquer une humiliation sur toute la population russe en plus de Vladimir Poutine, risque pas de nous faire sortir de la guerre. Parce que je note simplement qu'il y a certaines proclamations, que ce soit des artistes, voire même des ministres, c'est-à-dire c'est un champ assez large, on dirait carrément que les gens cherche à fournir une propagande de guerre à Vladimir Poutine. En fait, parce que si le but, c'est de rallier tous les Russes à la cause de Vladimir Poutine, il y en a qui s'y prennent très bien. Et je ne pense pas que ce soit rendre service ni aux Ukrainiens, ni à l'Europe, ni même au monde entier. Voilà. D'un autre côté, la condamnation de l'invasion russe est morale. Est-ce que ce n'est pas normal ? Alors, la condamnation de l'acte, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a eu une unanimité que je pense être normale, en tout cas en France. Seulement, je ne crois pas que la condamnation ne soit que morale, ou en tout cas que ce n'est pas ça qui soit recherché sur le terrain de l'invasion. Pourquoi ? Parce que si c'était le cas, au lieu de noter que certains hier, que ce soit Mélenchon, Marine Le Pen ou Éric Zemmour, certains hier ont eu des propos, d'ailleurs on se focalise sur eux, mais on pourrait revenir sur des propos de beaucoup de gens qui sont très distincts. Il y en a, et Mathieu nous l'a très bien expliqué, qui admiraient Vladimir Poutine. Il y en a d'autres qui composaient avec la réalité de l'existence de Vladimir Poutine à la tête de la Russie. Tout ça, il n'y a aucune distinction qui est faite. Et si vraiment c'était la condamnation morale de l'invasion qui nous intéressait, alors nous aurions noté, plutôt que d'aller fouiller dans le passé, que certains avaient même amendé leur propre position pour condamner cette invasion. Et c'est là la question, justement, une unanimité intéressante, une union nationale intéressante sur ce terrain. Au lieu de ça, on préfère dire oui, là vous condamnez, mais en fait c'est pas vraiment vrai parce que avant-hier vous pensiez ça, et il y a 10 ans vous pensiez ça, etc. Sachant que c'est dangereux parce que quand on reproche moralement à quelqu'un d'avoir pensé ça il y a 10 jours, évidemment il faut être soi-même irréprochable, ce qui arrive à peu de gens sur Terre en fait, surtout sur le terrain moral. Par ailleurs, la question de la distinction des raisons pour lesquelles il y avait des mots parfois positifs ou simplement diplomatiques à l'égard de Vladimir Poutine méritent eux aussi d'être distingués. Ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, sur la question de la traque aux Russes ou à la russophilie, enfin, au-delà de la traque à la russophilie, je veux dire, la traque aux Russes partout me semble assez incohérente en réalité, parce que on a plusieurs solutions. Soit, en effet, comme beaucoup de gens le disent désormais depuis quelques jours, Poutine est un dictateur. Quelle est la première victime d'un dictateur à part son peuple, en fait ? Donc s'il faut traquer les Russes parce que Poutine est un dictateur, alors c'est parfaitement incohérent de reprocher à une population d'être victime de son dictateur. Ensuite, soit les Russes soutiennent, admirent, votent, choisissent Vladimir Poutine. Alors quelle est la frontière entre la condamnation, encore une fois, de l'invasion d'un pays voisin et la liberté, l'autodétermination des peuples et le choix même démocratique de certains Russes qui admirent Vladimir Poutine. Où se met cette limite ? Qui la décide ? Est-ce que c'est l'Occident contre le reste du monde ? Est-ce que c'est l'Occident contre les Russes ? Cette question mérite aussi d'être posée. Soit on ne sait pas, et c'est évidemment ce qui nous arrive, on ne sait pas individuellement ce que pensent les personnes qui sont aujourd'hui traquées, alors qu'est-ce qu'on fait dans le reste du monde ? On traque les Turcs parce que la Turquie occupe une partie de Chypre, on traque les Américains parce qu'ils ont envahi l'Irak sous un faux prétexte, on traque les habitants de l'Azerbaïdjan, je ne vais pas essayer de le dire, pour la guerre qu'ils ont menée en Arménie. Et alors là, ça ne s'arrête plus jamais. Et on rend responsable des individus d'actes, en l'occurrence, qu'ils n'ont pas posés. Là, on se lance dans une affaire un peu compliquée. Alors, pour revenir simplement sur la question, que notre attention, nous, Européens, soit beaucoup plus grande dans ce conflit par rapport à d'autres, c'est normal. Il y a une règle de proximité, une règle de sécurité. Alors disons-le, c'est parce qu'elle nous intéresse plus, nous, Européens, que nous sommes autant focalisés là-dessus. C'est pas d'abord une question morale. Et par ailleurs, puisque ça nous intéresse, c'est pour ça qu'il faut comprendre les tenants et les aboutissants de ce conflit et accepter de poser des questions. Et pour aller sur le terrain, moi, je poserai simplement une question. Nous sommes, je crois, assez unanimement, pour le coup, en France, fiers du nom de Dominique de Villepin à la guerre en Irak en 2003. Est-ce que ça fait de nous des fans hystériques de Saddam Hussein ? J'espère que non. Voilà.
Cette traque aux Russes dont vous parlez s'observe ces derniers jours dans le sport. N'est-ce pas un vecteur politique puissant et l'occasion de passer des messages? Si, évidemment, et on pourrait faire une chronique entière sur la politisation, les messages politiques passés à travers le sport. Évidemment, il y a tellement de gens qui regardent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Là, aujourd'hui, la traque aux sportifs, notamment russes, partout dans le monde, quand bien même parfois ils ne courent pas sous les bannières russes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Birmans, pendant la guerre de Birmanie, ne comptent pour rien, que les Arméniens peuvent mourir en silence, que les Yéménites n'intéressent personne, puisqu'il n'y a jamais ce genre de chasse dans le monde du sport pour ces gens-là qui vivent une guerre qui est aussi atroce individuellement, qui a brisé des familles et endeuillé des populations entières. Donc c'est la question de la justice en fait tout simplement rendue. Alors évidemment on a vu on a vu l'Eurovision, le musée Grévin, mais c'est surtout dans le sport en effet que ça s'est exprimé. Et j'ai pris l'exemple du foot parce qu'il m'a paru assez énorme. On a donc la FIFA qui a exclu l'équipe russe de la Coupe du Monde après plusieurs hésitations. La Coupe du Monde qui est organisée au Qatar. Alors on pourrait s'arrêter là on pourrait s'arrêter là, ça suffirait à expliquer la chose. Mais alors on a le président de la FIFA qui avait décoré des mains de Vladimir Poutine il y a quelques années parce que la dernière Coupe du Monde avait été organisée en Russie. Alors on nous dit oui mais c'est pas pareil, depuis il a envahi l'Ukraine. Oui c'est vrai pour tout le monde en fait. Depuis il a envahi l'Ukraine, il y a quelque chose qui a changé. On est absolument d'accord. La seule chose c'est que à l'époque où la FIFA a voté la Coupe du Monde en Russie, la Coupe du Monde au Qatar, cette année-là, il y avait quand même une équipe de la Corée du Nord qui jouait dans la Coupe du Monde. Alors je pense que si aujourd'hui on exclut la Russie l'équipe de Russie pour des raisons de promotion des droits de l'homme ou de volonté de punir une discrimination à l'égard d'un autre pays, on risque de pas s'arrêter là puisque cette pression qui a été mise sur la FIFA, elle est essentiellement occidentale. Et alors là, pour une fois, il y a un égoïsme ou un autocentrage, on va dire, de l'Occident à travers le monde qui fait que demain, je ne sais pas comment la FIFA va gérer les revendications de tous les autres pays du monde dans le monde du sport et dans le monde du foot en particulier, parce qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui souffrent atrocement d'autres guerres. Merci beaucoup, ma chère Charlotte.